On se trouve ici au Mont-Sénou Arena, à Mons, et j'ai ici une personne là devant moi qui va d'abord m'expliquer un peu cet endroit ici. Qu'est-ce que ça représente pour lui donc? Qu'est-ce que ça représente pour toi cet endroit déjà? Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, beaucoup de souvenirs. Je suis arrivé ici, j'avais 15 ans. Je suis rentré ici dans le centre de formation. C'était la première étape pour moi pour devenir pro. Il fallait que je rentre dans un centre de formation. Et Mons, c'était un des plus réputés. C'était un de mes objectifs de vie, de pouvoir arriver ici. J'ai connu beaucoup de gens ici, beaucoup d'amitiés avec beaucoup de personnes. Et surtout c'est ma première expérience pro. C'était ici, première fois de ma vie où j'ai appris à vivre tout seul. Donc c'est vraiment le début, le commencement, c'est ici. C'est bien intéressant tout ça. Maintenant, on se demande un peu en gros, à qui est-ce qu'on parle? T'es qui? Qui suis-je? Loïc Schwartz, joueur pro, originaire de Waterloo, 12 ans de saison pro au basket et une simple personne. Si, magnifique, simple et efficace. Alors tu m'as parlé qu'ici c'était vu comme un des meilleurs centres de formation au niveau du basket et tout. C'est une étape par laquelle on doit passer pour devenir pro en tant que basketteur, en tant que jeune basketteur? Je pense qu'il n'y a pas vraiment un chemin à avoir. Chaque personne peut arriver au monde pro d'une certaine manière. Ça dépend de l'humain, ça dépend de lui-même, sa volonté de réussir. Mais le fait de pouvoir aller en centre de formation te donne beaucoup de chance, beaucoup d'exposition et te donne un certain avantage parce que tu as l'infrastructure et les entraîneurs pour te permettre d'arriver au meilleur niveau. Alors on a déjà pu admirer beaucoup de tes vidéos. Enfin moi personnellement j'en ai déjà beaucoup regardé tout ça. Le mouvement 1m98, le gars il move comme un meneur en gros. Certaines personnes qualifient ça un peu trop street. Est-ce que tu as dû adapter certaines choses pour pouvoir jouer en club comme ça? Première chose, je sais que dans les stats ils disent 1m98 mais je suis 1m95. J'aime pas mentir sur ma taille. Mais ce qui est de mon style de jeu, c'est vrai que j'ai pas un style de jeu vraiment que les coachs aiment généralement. Parce que c'est un style de jeu où il y a beaucoup de dribbles. Peut-être ils appellent ça un peu superflu, basket un peu champagne ou quoi que ce soit. Mais j'ai montré que malgré ce style de jeu, j'ai su m'adapter dans un basket très propre et un basket efficace. Et je pense que le problème en Belgique, c'est qu'on veut tous formater les joueurs d'une certaine façon. Et moi, je pense qu'on doit essayer un bon entraîneur peut s'adapter avec n'importe quel joueur et de le mettre en valeur dans certains collectifs. Et je pense que peu importe ta façon de jouer, si tu parviens à être efficace, tu dois être sur le terrain, tu dois pouvoir t'exprimer, tu dois savoir pouvoir jouer. Et donc je pense que même si on m'a mis une petite étiquette en tant que joueur avec joueur street, j'ai montré que je parvenais quand même à pouvoir m'exprimer et à la fin de la journée c'est le plus important. Tu penses que c'est important d'avoir à ce niveau-là quand même la confiance de ton coach qui va pouvoir te laisser par exemple t'exprimer plus sur un terrain, ainsi de suite? Est-ce que cette alchimie entre un coach et un joueur, est-ce que c'est important? Déjà quand on est jeune c'est hyper important d'avoir la confiance de son entraîneur et plus on grandit et plus je pense on arrive à mettre de la distance avec ça et comprendre notre propre façon de jouer, notre propre expérience. Mais c'est vrai que c'est quand même important. Des fois, tout sportif a des doutes et si on a le support de son entraîneur, à ce moment-là, on peut surmonter ces épreuves. Et aussi, il y en a qui sont vraiment très très forts mentalement, qui parviennent à passer au-dessus de ça, mais c'est une certaine catégorie de joueurs. Il y a des joueurs vraiment qui sont très très loin mentalement, qui n'ont pas besoin d'avoir l'approbation du coach, mais c'est des cas très rares. Et je pense que beaucoup de sportifs ont besoin d'avoir cette synergie entre le joueur et le coach. Et donc, voilà. Nickel, c'est exactement ça en fait. On va passer un peu sur ta carrière pro à partir du moment où tu as commencé ici à Mons. Donc c'est ici que tu as commencé ta carrière pro. Tu avais 16 ans, c'est ça? J'ai commencé pro à 17 ans. À 17 ans, tu as commencé pro donc ici. Donc tout d'abord, avant ça, est-ce que tu trouves que tu as dû faire des gros sacrifices par rapport à d'autres personnes, par exemple les autres jeunes avec qui tu as grandi, avec qui tu étais, tout ça, certains sacrifices qui ont fait justement que tu aies pu à ce moment-là avoir cet accès à jouer ici? En fait, avant d'arriver à Mons, j'étais dans un internat de basket. C'était un peu l'élite de la Wallonie. Et j'ai une anecdote, il y avait un psychologue du sport qui était venu et la première année, il nous a demandé qui veut devenir pro. Genre, je pense que tout le monde avait levé le bras. Et au bout de ces 4 années, il est revenu et il a reposé la même question. Et je pense qu'il y avait peut-être 10% des gens qui ont levé le bras. Parce que tout le monde veut être pro, mais pas beaucoup de gens veulent faire des sacrifices. Et donc je pense, on se dit, ah oui, c'est la belle vie, ils font ce qu'ils aiment. Mais après, il y a un jour, c'est le week-end, tu te dis, ah ouais, c'est l'anniversaire d'un tel, c'est le mariage d'un tel, c'est la soirée d'un tel. T'aimerais y aller, et tu te dis le lendemain, il y a le match, tu fais quoi? Tu vas au match ou tu te dis, ah c'est pas grave, je sors, mais j'assumerai le lendemain? Non, tu es obligé de pouvoir faire des choix à ce moment-là. Et je pense que
Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent le faire, mais quand la réalité arrive, ils se disent « Ah ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais ». C'est ça la grosse différence. Donc, pour revenir à ta question, sacrifice, c'est vrai pour certaines personnes, ce serait des sacrifices, mais pour moi, comme j'aime ce que je fais, j'aime ce sport et que j'ai pas envie de vivre avec des regrets, pour moi, c'est pas des sacrifices. Voilà, c'est le plaisir, c'est la vie, c'est comme ça. Non, j'aime trop ça. Je me dis, j'ai un temps de vie limité pour faire du sport. On ne fait pas jusqu'à 50 ans, donc autant en profiter jusqu'à ce que je peux. Ah, t'as raison. On te souhaite encore de continuer en tout cas. Ça va aussi. Et avec Mons, vous gagnez une Coupe de Belgique. T'as pas énormément de temps de jeu. Est-ce que, en certains temps, le fait de ne pas recevoir énormément de temps de jeu dès le début, est-ce que c'est une chose qui t'a touché, qui a touché un peu ton moral, ou est-ce que tu as su regarder au-dessus et te dire, mon tour viendra, mon temps il viendra, je vais le faire pas après pas, et on verra bien à ce moment-là? En fait, la première année, on a gagné le titre, donc c'est le moment où j'avais signé 17-18 ans. Et pour moi, c'était de l'apprentissage. Je me suis dit, oui, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. En plus, j'ai joué avec la Division 3 puis Division 2 de Mons aussi. Donc pour moi, c'était l'environnement parfait. Mais puis à un moment, j'ai senti que c'était le moment de devoir jouer parce que je marquais plus de 20 points de moyenne en Division 2. Donc je me suis dit, ah oui, l'étape suivante, c'est d'office de jouer en Division 1. Et à ce moment-là, j'ai un peu parlé avec le club et il me disait qu'il fallait que j'attende que le contrat de certains joueurs se termine pour pouvoir jouer. Donc je me suis dit, si je produis aux entraînements, eux, dans leur tête, non, il faut que j'attende. Donc je me suis dit, soit je reste et je suis dans mon confort et oui, voilà, tout le monde me connaît, j'ai signé un contrat sur 3 ans encore et au bout d'un moment, je vais jouer. Ou soit je sors de ma zone de confort et je vais m'exporter autre part et essayer de jouer, quitte à aller dans une équipe de plus bas de tableau et essayer de faire mes preuves. Et je pense que le choix que j'ai fait, on ne pourra jamais dire c'est le bon ou c'est le mauvais, mais c'est le choix que j'ai voulu faire. Donc tu continues avec, écoute, ça t'a déjà ramené bien loin, donc en soi, c'est pas comme si tu avais fait le mauvais choix. Ouais. Tu peux le voir comme ça. Tu aimerais leur dire quoi au club de Mons? Est-ce qu'ils ont une place sûrement spéciale un peu dans ta tête ou dans ton cœur ou quoi que ce soit? Est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose sur... est-ce que s'ils t'ont apporté quelque chose en plus ou s'il y a vraiment quelque chose que tu as trouvé là que tu n'aurais peut-être pas trouvé autre part, quelque chose de spécial? Déjà pour le club de Mons, moi je remercie quand même l'opportunité qu'ils m'ont donnée de pouvoir côtoyer le monde pro. C'est les premiers, donc ça j'oublie pas évidemment. Je pense que dans toute carrière, il y a des hauts et des bas. J'ai eu des hauts et des bas ici aussi. Et je retiens surtout que ça m'a formé mentalement. Et dans le sport, le mental, c'est hyper important. Tout le monde en parle, mais je pense que personne n'écoute vraiment. On se dit, ah oui, le mental, mais c'est tellement important. Et donc, avec tout ce qui s'est passé dans ce club, ça m'a vraiment formé à un point où j'en suis là maintenant, c'est grâce à l'expérience que j'ai eue à Mons. Bon, alors de là, tu pars à Verviers, Pépinster. Bonne équipe. Les grosses motivations qui te font partir là-bas, comme tu l'as dit là tout de suite, c'est vraiment la fin de vouloir avoir ton temps de jeu, pouvoir te prouver, pouvoir jouer à un plus haut niveau, donc avoir plus de temps pour pouvoir t'exprimer, c'est bien ça? Ouais, je suis parti à Verviers parce que l'entraîneur qui était, c'était mon entraîneur au centre ADEPS à Jambes, où j'ai été formé avant de venir à Mons. Et ça a été aussi mon entraîneur en Division 2 ici à Mons. Il s'appelle Julien Marnegrave. Quand il a repris l'équipe en Division 1, il m'a appelé et je me suis dit c'est une occasion de pouvoir rejouer avec lui et en même temps au monde pro. Donc c'était entre guillemets le choix facile, même si c'était une région que je ne connaissais pas du tout et que j'allais être vraiment loin de ma famille. Même si en Belgique on n'est jamais vraiment loin. Mais voilà. C'est clair, c'est clair ça. En même temps, là on revient sur le fait, tu vois, de cette confiance. Je pense que tu as eu ce coach que tu as eu auparavant et je pense qu'il y avait déjà une certaine confiance qui s'était formée entre vous. Donc c'est peut-être tout à fait. Il me connaît depuis tellement longtemps qu'il me connaissait déjà, il savait toutes mes qualités et mes défauts. Donc s'il me voulait, c'est qu'il savait comment il allait pouvoir m'utiliser. Petite dédicace à lui, il s'appelle comment le... Julien Marnegrave. Ah ok. Je pense qu'il continue à entraîner, donc dédicace à lui. À ce moment-là, donc tu as 20 ans, ça fait 3 ans je pense que tu es en pro à ce moment-là. Quand tu pars de Mons, tu dis encore rêver un peu de la NBA, donc ouais, tout à fait. de pouvoir jouer à ce niveau. En fait le problème c'est qu'en Belgique on a un pays, on ne peut pas trop parler trop fort de nos ambitions. Parce que si on parle trop fort, on va commencer à dire il est arrogant, il a la grosse tête, il se prend pour qui, c'est impossible. Et donc on a un pays juste à côté, la France, où il y a beaucoup de joueurs qui s'exportent en NBA. Moi je joue en France maintenant et je vois la façon dont les gens y parlent. Dès qu'il y a un jeune, comme ils ont des exemples de joueurs qui ont été en NBA, ils peuvent se permettre de dire ah oui, on a un joueur NBA, donc moi aussi j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Le problème en Belgique, c'est qu'on n'a pas d'exemple. Donc si nous on aspire à vouloir aller à ce niveau-là,
il ne faut pas le dire trop fort, parce que sinon ça va être mal perçu. Et donc, le fait que je l'ai dit étant plus jeune, ça a été mal interprété. Ça a été dit, oui, Loïc, il se prend pour qui il joue même pas en Division 1, il pense qu'il peut arriver à ce niveau-là. Et moi, je pense que dès qu'un jeune fait un sport de niveau, on fait un sport de haut niveau parce qu'on est ambitieux. On ne fait pas un sport de haut niveau juste pour dire, ah oui, je suis pro. Non. On essaie d'atteindre un certain but, on essaie d'arriver le plus haut possible. C'est ça le mental à avoir dans cette compétition, dans ce sport de haut niveau. Et donc, moi, j'étais ambitieux. On dit souvent, en essayant d'atteindre la lune, on atteint les étoiles. Tu vois. Donc, je pense qu'en essayant de viser très très haut, au moins je suis au niveau auquel je suis. D'autres étaient bien meilleurs que moi, mais ils n'ont même pas réussi à être pro. C'est peut-être que leur ambition était différente de la mienne. Et bon, moi, je suis heureux de la carrière que je suis en train de mener. Et pas de regrets. Pour un jeune maintenant qui te regarderait et tout, tu lui dirais en gros, rêve quand même, allez, rêve assez haut, mais peut-être pas trop fort ici. Tu lui conseillerais d'être là justement, d'être fort, d'avoir cette mentalité qui est, au Stade, c'est ça, c'est cette mentalité-là de dire aux gens, moi je sais le faire, je le crie haut et fort, je m'en fous, c'est comme ça. Que tu dirais de reprendre ça, de continuer quand même malgré les trucs ici, ou tu lui dirais d'être un peu plus réservé, mais tout en gardant dans le côté de sa tête. Je pense que les mentalités ont un peu changé, même si on est très en retard. Les mentalités ont quand même changé. Les joueurs peuvent le dire un peu plus fort, un peu plus haut. Donc moi je pense que dès qu'un jeune veut aspirer à être un pro, il faut avoir absolument de l'ambition. Peu importe qu'est-ce qu'il veut, s'il veut aller en Euroleague, s'il veut aller en NBA, qu'il le dise. Parce qu'un truc qu'on ne peut pas mentir, c'est la conviction d'une personne. Si le jeune est convaincu et on le voit, ok, il y aura peut-être des entraîneurs qui vont dire qu'il est arrogant, mais le plus important, c'est toi, c'est la personne. Donc, moi, je pense qu'il peut le crier haut et fort. S'il est vraiment convaincu et s'il a vraiment l'ambition et là, il travaille comme un mort-né, aller dans son esprit et se dire, oui, moi, je veux. Parce que le plus important, c'est soi-même, c'est ton mental, c'est toi. Et donc, à ce moment-là, moi, je pense, je supporte le jeune qui pense comme ça et il aura toute ma bénédiction et qu'il fasse ce qu'il a envie. C'est le plus important. C'est le plus important. S'il veut y arriver, il se donne tous les moyens et à la fin de la journée, c'est lui-même qui peut se regarder dans la glace. Ça fait justement penser à une phrase. Nous avons tous des rêves et le droit de les poursuivre. Ça te dit quelque chose peut-être? C'est qui, moi? Possible. Ça te dit rien? En tout cas, ouais, c'est sorti de ta bouche. Et là, tu l'exprimes très bien. D'ailleurs, en le voyant comme ça, on peut se dire justement que ton esprit est resté le même là-dedans. Et chapeau pour ça. En tout cas, c'est top. Et vu qu'à Mons, on t'a laissé un peu parler, Pepinster, ils t'ont rapporté quelque chose d'un peu plus, mis à part juste le temps de jeu et tout ça, l'endroit, les coéquipiers avec qui tu étais, tu vois, Pepinster en soi-même, est-ce que ça t'a ramené encore quelque chose en plus? Je pense que Pepinster, le fait d'être vraiment seul là-bas, m'a apporté beaucoup parce que j'avais vraiment l'impression d'être un pro et je me suis dit, ah oui, c'est ça la vie que je veux, la vie d'un pro, genre être seul, faire ses courses soi-même, à faire manger tout seul, avoir personne dans son dos et c'est toi. Tout dépend de toi. Tes erreurs, tout ce que tu fais, il n'y a que à toi que tu peux le reprocher, il n'y a personne d'autre. Et j'avais aussi l'impression de vraiment être un pro parce que je jouais. Moi, je fais du basket parce que j'aime ça. Et donc, le fait de pouvoir jouer, avoir un vrai temps de jeu, j'ai compris que j'aimais vraiment le basket et c'est vraiment dans cette voie-là que je voulais y aller. De là, tu t'engages au Spirou de Charleroi à long terme. Enfin, tu signes quand même un plus gros contrat que celui que tu avais là. Parce qu'à ce moment-là, tu considères ça comme ton plus gros contrat jusqu'à ce moment-là? Ouais, non, non, c'est sûr. Il y a une grosse différence. Non, c'est vrai que... Est-ce que ça a changé quelque chose alors, ton style de vie, à la façon que tu faisais, ta vie a un peu peut-être changé, c'est bien les poches un peu plus remplies, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Tu fais un peu plus plaisir différemment, donc tu penses un peu moins à d'autres choses. Tu es un peu écarté peut-être de certaines choses ou pas du tout? Arrivé au Spirou, je ne peux pas dire que c'était un rêve parce que mon rêve était plus grand, mais il faut savoir que ma mère, elle a joué aussi au basket, elle a été pro. Et elle a joué au Spirou, chez Spirou, mais chez les femmes. Donc moi, quand j'étais petit, j'allais la voir jouer évidemment. Et évidemment, comme c'était affilié avec les hommes et les femmes, j'allais voir aussi les hommes. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais deux idoles, c'était Kobe Bryant et Marcus Fesson, qui jouaient à la même position, mais au Spirou. Donc j'allais tout le temps voir les Spirou. Et donc le fait de pouvoir signer là-bas, c'est comme si j'avais accompli quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Mais est-ce que mon style de vie a changé? Non, pas du tout, parce que comme j'avais des grosses ambitions,
je me suis dit, ah oui, c'est juste une étape en plus, une étape où j'ai avancé. Et donc pour moi, je ne voulais pas m'arrêter. Et je ne pense pas que ma vie a changé quoi que ce soit. Je suis resté, c'est une phrase bateau, mais je suis resté le même. Et rien vraiment n'a changé parce que je me suis dit, ah oui, Spirou, c'est bien, nouvelle étape dans mon objectif, on continue à avancer, on continue à avancer. Et donc moi, c'était juste une étape en plus dans ma carrière. Ça t'a permis aussi en tant que joueur d'évoluer un peu plus? Tu as senti que ton niveau augmentait, que ce soit mentalement ou au niveau de ton jeu? Le fait de signer à Charleroi, comparé aux autres clubs, c'est que là, il y avait des objectifs bien plus élevés, tu sentais beaucoup plus de pression. Et aussi, même les coéquipiers qu'on recrutait, c'était souvent des joueurs avec des gros CV. Donc là, j'ai compris que je rentrais vraiment dans un monde pro. Il y avait vraiment de la concurrence, même aux entraînements, tu sentais que c'était différent. Généralement, les autres clubs, ils signent peut-être 2, 3 étrangers. Mais là, il y avait vraiment 6 Américains. Et tu sentais la différence, tu sentais que là, ça rigolait plus du tout. Ouais, fallait être là. Ouais, il fallait être là tous les entraînements, sinon tu n'allais plus voir le terrain. C'est clair. Et ça a été ça pour t'adapter? Ma première année, bizarrement, ma première année, ça a été peut-être ma meilleure. J'ai vraiment eu un bon temps de jeu, j'ai vraiment bien joué. Mais je pense qu'après, le problème de Charleroi à cette époque-là, c'était la stabilité. On changeait chaque fois d'entraîneur, on avait un nouveau président, il y avait toujours des problèmes beaucoup extrasportifs. Ça se répercutait sur le sportif. Donc, je n'étais pas vraiment habitué à Moi, j'ai toujours été dans des clubs familiaux et tout allait un peu bien. Et donc, c'était la première fois où j'allais vraiment dans un club, c'était vraiment pro et on va dire un peu business, même si c'est toujours dans l'échelle belge. Mais... Ouais. De là, tu pars à la côte, donc tu pars vers Ostende. Est-ce que ça t'a fait, le fait d'arriver, donc tu viens quand même de tout ce qui est Wallonie et tout ça, tu pars à la côte, donc tu pars en Flandre, ça te fait un choc un peu culturel à ce niveau-là, ou je veux dire, surtout au niveau de l'équipe, est-ce qu'ils voient ça différemment? Est-ce que le basket est vu différemment que les autres équipes où tu étais? Déjà, la première différence, c'est que, comme je disais à Charleroi, on avait 6 Américains, mais là, à Ostende, c'était plus, on avait quelques Américains, mais beaucoup de joueurs de pays de l'Est. Genre, on avait des Serbes, des Croates, des Bosniens, Monténégro aussi. Donc c'est vraiment des joueurs de ce pays-là, parce que l'entraîneur lui-même est croate. Et donc c'était vraiment un choc culturel déjà dans l'équipe, qu'ils ont une mentalité complètement différente aux Américains. Et surtout, la très grosse différence entre Ostende et les autres clubs, c'est la pression du résultat et l'exigence à avoir tous les jours. Si on joue là-bas, il faut être prêt à travailler très dur. Je ne vais pas dire que dans les autres clubs on ne travaille pas, mais l'exigence de travail est beaucoup plus élevée à Ostende que dans les autres équipes. Donc je pense que maintenant on le voit, ils ont gagné leur 12e titre d'affilée. Comme quelqu'un que je connais qui s'appelle Landry qui m'a dit « les hommes mentent mais pas les chiffres ». Voilà, c'est la preuve. Normal. Donc tu me disais pour Ostende que voilà, tu joues avec beaucoup de joueurs maintenant des pays de l'Est, qu'ils demandent aussi beaucoup plus au niveau de t'investir, de bien suivre et tout ça. Ça se prouve, cette année-là, t'es meilleur joueur de l'année, t'es MVP aussi des Finals. C'est justement ça qui, d'après toi, t'a poussé, ou c'était juste que c'est ton moment à ce moment-là d'exploser tout simplement? Ou est-ce que tu penses que ça a été le fait de te retrouver dans un encadrement comme ça où tu devais à chaque fois pousser un peu plus qui a fait que tu as explosé de cette manière-là? J'ai joué 4 ans à Ostende, mes 3 premières années, on va dire à chaque fois il s'est passé quelque chose où je me suis dit je suis pas content ou je suis pas satisfait ou il s'est passé quelque chose qui n'était pas dans mon programme à moi. Et donc je me suis dit, il y avait eu la pandémie là. À ce moment-là, j'ai re-signé à Ostende mais pour beaucoup moins que ma valeur. Et à ce moment-là, je me suis dit ça peut partir très vite, tu vois. Donc tu peux être un bon joueur, mais il peut se passer quelque chose d'extérieur et ne pas faire ta passion, être mis sur le côté, ne pas avoir de contrat. Il y avait des gens qui cherchaient des contrats à ce moment-là. Moi, je me dis je suis chanceux, mais j'ai plus envie que les autres choisissent. J'ai envie que ce soit moi qui soit le maître de mon destin et que je sois assez bon pour pouvoir faire mes propres choix. Et donc je me suis dit, ces dernières saisons, quand j'ai re-signé après, il faut absolument que j'explose et que je puisse partir à l'étranger. Parce que c'était mon premier objectif, c'était de pouvoir partir à l'étranger. Je voulais que Ostende soit une étape aussi. Je voulais avoir des titres et puis partir et pouvoir aller à l'étranger. Et donc à ce moment-là, ma dernière saison, on a joué sans public justement, mais je sais que ça a un peu chamboulé certaines personnes parce que des gens ils sont motivés quand il y a de la foule et tout ça. Et moi j'étais juste concentré sur mon objectif, c'était vraiment être performant et pouvoir partir.
C'était tous les jours, c'est ça, dans mon esprit. Et le fait de pouvoir être à Ostende, être concentré que sur moi-même et pouvoir m'entraîner autant que je voulais et toujours avoir un entraîneur qui pousse tous les jours, être hyper exigeant, je pense que c'était ça le résultat de ma bonne saison. J'ai travaillé en match, à l'entraînement. Et à la fin, on a eu la Coupe de Belgique, on a été champion. J'ai eu les titres qu'il fallait. J'ai été MVP de la finale de la Coupe, joueur belge de l'année, MVP des finales. Et je pense que c'est le travail que j'ai fait. Et personnellement, j'ai mérité ça. Tout ce que j'ai entre guillemets enduré. Tous ceux qui ont été au club, je pense que tout le monde était content pour moi parce que j'ai tellement travaillé pour avoir ce résultat-là que c'est juste ce qui allait se passer. Et c'est encore une preuve que quand on travaille, des bonnes choses peuvent arriver. Et tu me parlais là tout de suite du moment de la pandémie, ça a dû être un moment un peu chaud pour vous. Il y avait pas, pendant tout un temps, il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu tout ça. C'était un peu, tout le monde a dû rester un peu à l'intérieur et tout. Qu'est-ce que tu faisais toi à ce moment-là? Comment est-ce que tu faisais? Est-ce que tu te concentrais encore sur le basket? Ou tu t'es dit plutôt, je me laissais un peu de côté en ce moment vu ce qui se passe? Tu t'es dit justement, je profite de l'occasion pour justement encore devenir meilleur et continuer encore à m'entraîner? Je pense, peut-être pas pour tout le monde, mais donc je ne vais pas parler des gens qui ont perdu des êtres ou qui ont travaillé à l'hôpital. Mais pour moi, ça a été une très bonne période. J'ai vécu un peu comme un prisonnier, je faisais des pompes tous les jours, je lisais des livres. Mais ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, savoir ce que je voulais vraiment. Et ça m'a surtout préparé pour la saison. Je pense que je me suis beaucoup préparé mentalement, j'ai lu beaucoup de livres. À la fin, ça m'a vraiment mis sur des bons rails pour entamer la saison qui suit. Parce que j'étais persuadé que ça n'allait pas être indéfini cette période. On ne savait pas quand on pouvait entre guillemets retrouver une vie normale. Mais moi, j'étais déjà préparé mentalement. Donc je pense que, comme je dis à chaque fois, le mental c'est hyper important et c'est encore une preuve de se passer. Et est-ce que pour toi, ça change beaucoup de jouer avec ou sans le public? Je veux dire, quand il y a un public, est-ce que c'est genre quelque chose qui pousse, qui te donne une adrénaline en plus? Est-ce que ça change rien? T'es du genre qu'il y ait quelqu'un qui regarde ou qu'il n'y ait personne, ça change rien du tout? En fait, quand on arrive sur le terrain et qu'on sent l'ambiance, soit ça peut crisper les joueurs, soit ça peut les mettre dans un état second, genre ils sont hyper motivés. Moi, personnellement, j'aime bien jouer devant un public. C'est vrai que, on va dire entre guillemets, on joue pour ça. De base, on joue pour soi, mais après, on joue vraiment pour jouer dans les grands stades et tout ça. Mais moi, dès que je rentre sur le terrain, je fais abstraction de ce qui est autour et je me concentre sur ce qui se passe sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il y avait du bruit ou qu'il n'y avait pas de bruit, qu'il n'y avait personne, moi, mon but, c'est toujours de gagner. Grâce à Ostende, j'ai appris à gagner. Quand on apprend à gagner, je pense qu'on aime trop ça. Et donc moi, j'ai vraiment été addict à la victoire et j'ai vraiment trop aimé ça pour vouloir autre chose que la victoire. Donc donc comme on dit à Ostende, donc tu gagnes tout. De là, tu as envie d'aller un peu ailleurs et tu pars en Grèce. Tu connais un peu le grec, quelques mots que tu peux nous dire? Tikanis, Kala. Kala, Olakala. Kala ici, ouais, je connais un peu, vite fait, mais... Donc ça a été pour t'adapter tout ça? L'adaptation, c'est pas facile, parce qu'en fait c'était un très gros club en Grèce, c'est top 4 de Grèce. Mais le problème c'est que quand on entend top 4 en Grèce, on a certaines attentes, et quand on arrive là-bas, c'est pas vraiment ce qu'on attend, parce que professionnellement le club n'était pas si professionnel que ça. La Grèce aussi a des retards de paiement, t'es loin de ta famille, t'es loin de tout, donc je pense que ça a été compliqué, mais après, moi, comme j'ai dit, ma vie c'est le basket, donc que ce soit compliqué en dehors du basket, si après je peux m'exprimer sur le terrain, ça peut remplacer beaucoup de choses extérieures. C'est un peu une espèce de thérapie le basket pour moi. Genre, quand j'ai des soucis, quand ça va mal, le fait de pouvoir jouer, ça m'enlève tout ce stress et toutes ces choses non nécessaires qui peuvent me causer du mal. Mais le problème c'est qu'en Grèce, au début ça allait. On a changé d'entraîneur, donc l'entraîneur qui m'a fait venir, ils l'ont changé pour une autre personne qui ne me voulait pas évidemment. Et là c'était très compliqué parce que loin de tout, ça se passe pas hyper bien en dehors du basket. Et en plus à ce moment-là, j'ai pas beaucoup de temps de jeu, j'ai aucun soutien auquel je pourrais me raccorder. Donc non, ça a été très compliqué. Et donc je pense que peut-être que mentalement je n'étais pas aussi fort que je le pensais. Et des fois il faut juste se l'avouer, parce qu'on se dit oui on est le meilleur mentalement, on est le plus fort, rien ne peut nous atteindre. Et puis il nous arrive des
des moments où ça devient plus compliqué. Et là, on se dit, ah ouais, je pensais être si fort, mais au bout d'un moment, il y a des moments, des choses arrivent qui nous dépassent. Et comme tu disais dans une des questions, la cohésion entre un entraîneur et un joueur, là, il n'y avait rien du tout entre moi et lui. Et ça a été très compliqué. Et le fait aussi que tu sois, c'était, je pense, la première année où tu te retrouvais aussi hors de la Belgique. Est-ce que ça t'a affecté, toi, personnellement, beaucoup, le fait d'être loin de ta famille, des trucs comme ça? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être quand même assez dures? Et puis, si c'est dur, de quelle manière est-ce que tu as fait pour vivre avec? De quelle manière? Déjà, en Belgique, comme j'ai vécu toute ma vie, j'ai mes propres habitudes. Donc, quand quelque chose se passe mal, je vais là, peut-être je vais dans ce resto, je vais dans ce cinéma, je vais voir certaines personnes. Étant loin de tout ça, il n'y a pas ces repères. Me dire, ah oui, mon soutien, il est là, je ne l'avais pas, c'était très compliqué. Donc, ça a été une étape compliquée. Mais comme j'ai dit, chaque étape dans la vie permet de grandir. Et je pense que cette étape m'a fait beaucoup grandir et m'a rendu beaucoup plus fort qu'avant. Il y a quand même une partie positive en fait, en fin de compte, surtout au niveau de... ça t'a renforcé en fait pour mieux revenir de... Ouais, au moment même, on se dit, ah ouais, non, rien m'a servi là-bas. Mais en y repensant et en faisant vraiment, en prenant du retrait et en regardant la big picture, je pense que non, ça m'a vraiment beaucoup appris dans le monde pro. Parce que j'étais dans une équipe très talentueuse, mais je pense que c'est la pire équipe que j'ai jamais jouée dans ma vie. Pas au niveau des joueurs, mais juste que l'équipe en elle-même, on n'était pas du tout une équipe. Et là, j'ai compris qu'il faut être un sport collectif, mais quand tu joues à l'étranger, chacun joue pour sa pomme et pour faire des stats et pouvoir avoir un meilleur contrat l'année d'après. Et donc, moi, je n'étais pas préparé à ça parce que j'étais dans une culture de la gagne, une culture où on jouait au stand, où tout le monde jouait les uns pour les autres et le but final, c'était de gagner. Là, à l'étranger, c'est juste avoir le plus gros contrat, le plus gros salaire. Et donc, c'était pas du tout un basket qui me convenait. Et j'arrivais pas à faire ma place dans un milieu pareil. Et donc, de là, la saison même, tu pars en direction Orléans. T'as vu, c'est plus une opportunité qui s'est montrée à toi ou justement, comme tu dis, via ce qui se passait en Grèce, tu t'es dit c'est une porte de sortie où voilà, je peux partir là maintenant le plus rapidement possible et donc je prends ça, ce qui est devant moi. Ouais, en fait, Orléans, c'est souvent arrivé parce que j'étais entre guillemets un des seuls joueurs libres à cette position. Donc l'entraîneur m'a pris pas pour mon jeu, mais plus parce que j'étais le seul disponible. Donc ça veut dire, je pense que je convenais peut-être pas à l'équipe ou au coach, j'étais pas son style de joueur. Et donc ça n'a pas vraiment matché non plus là-bas. Et en plus, les résultats n'étaient pas du tout bons, puisqu'on a fini avant-dernier. Alors que là, au contraire, l'entraîneur était vraiment une bonne personne, il était cool. Mais je pense que je ne convenais pas vraiment le style de jeu qu'il voulait. J'avais peut-être pas les responsabilités que j'aurais aimé avoir non plus aussi. En gros, tu peux être un grand joueur et tout. À partir du moment où ça ne fonctionne pas dans une équipe, tu peux tout aussi bien t'éteindre en gros. Ouais, c'est sûr. Il faut savoir prendre les joueurs pour leur qualité et savoir les mettre en valeur. Parce qu'on ne peut pas prendre au foot, tu as un très grand défenseur, on ne va pas te mettre au goal, tu vois. C'est la même chose, là, le style de jeu qu'il voulait, ça ne me convenait pas et ça n'allait pas avec mon style de jeu. Donc, ok, j'ai joué au basket toute ma vie, donc je sais faire les efforts pour essayer de jouer d'une certaine manière, mais tu n'auras pas la meilleure version possible venant de moi. Donc, à la fin de journée, ça ne matchait pas trop. Et puis, tu pars à Saint-Quentin, en Pro B. C'est plutôt à ce moment-là un pari que tu te lances, de te dire ouais voilà je vais aller en Pro B, je vais ressauter là parce que là il y a eu la dernière année n'était pas top donc je vais ressauter. Ou est-ce que c'était plus un manque de choix? Tu t'es dit il n'y a pas vraiment quelque chose d'autre ou il y avait quelque chose d'autre, un autre projet que tu avais peut-être derrière cela? J'avais des offres, j'ai eu à l'étranger, mais je ne voulais pas avoir la même expérience qu'en Grèce. Aller dans une situation qui n'était pas très certaine, genre on ne sait pas si j'allais payer à temps là-bas, commencer la vie là-bas. Donc ça j'ai préféré éviter. Et puis il y avait retourner en Belgique, parce que je sais qu'en Belgique je pourrais toujours retourner. Mais je pense que ça aurait été pas un aveu de faiblesse, mais me dire ah oui, tu as eu un échec à l'étranger, que j'ai raté, tant pis, je rentre en Belgique. Non, moi j'ai quand même beaucoup d'ego. Si ça marche pas, je vais continuer. Il y a un mur devant moi, je vais continuer à foncer dedans jusqu'à ce que le mur se pète. C'est plutôt mon mindset. Et donc, j'ai eu un appel de Saint-Quentin. L'entraîneur, j'avais déjà joué contre lui
quand j'étais à Ostende, il coachait à Gravelines, qui est juste à côté, donc à la frontière française. Donc on faisait souvent des matchs amicaux. Donc il me connaissait bien. Et la façon dont il m'a parlé, j'ai senti une bonne connexion. Il me connaissait, il a vraiment bien jugé mon style de jeu et comment il pourrait m'utiliser. Donc ça m'a fait plaisir. Et dans le sport, quand un coach te veut vraiment, il faut toujours y aller. Il faut toujours aller dans une équipe où le coach te veut vraiment, où tu le sens. C'est ce que j'ai senti. Et donc j'ai été à Saint-Quentin en Pro B. C'était un peu, c'était pas mon objectif de base. Mais je me suis dit, il faut que je me refasse une santé. Et des fois, il faut reculer pour mieux avancer. Et c'est ce que j'ai voulu faire en allant à Saint-Quentin. Et je pense que ça a fonctionné parce qu'on a fait une très belle saison. On n'était pas dans les favoris. On n'avait pas un des plus gros budgets de la Ligue en Pro B. Mais malgré tout, on avait une très très bonne équipe et de très bons joueurs. Et donc on a eu ce titre à la fin. Et, avec tout ça, tout ce qui était en club, tu as eu pas mal d'expérience déjà dans trois pays différents. Quelle est on va dire, peut-être certaines grosses différences que tu vois entre les trois championnats que tu pourrais nous dire que l'un n'est pas comme l'autre, car il y a ça, ou quelles sont les grosses différences que tu as ressenties? Déjà en Belgique, la pression est beaucoup moindre qu'à l'étranger. Déjà parce qu'on est belge et on va dire un étranger, c'est plus compliqué parce qu'il y a tellement de joueurs dans le monde qu'on peut te changer. Mais en Belgique, tu as le droit à 6 joueurs belges. Donc, on n'est pas tellement à faire du basket, mais on n'est pas tellement à avoir un niveau pour jouer en division 1. Donc ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui vont tourner de club en club. Donc que tu joues mal ou que tu joues pas bien, tu te dis ok, au pire je vais dans une équipe un peu plus basse, mais tu auras toujours ton travail. Mais à l'étranger, c'est complètement différent. Quand tu es pas bon, après 1 ou 2 mois, le club va se dire ouais, j'ai un autre étranger qui m'attend, un agent qui m'appelle, on change, next. Parce que même si tu as un contrat, il y a toujours des moyens de trouver une faille et de dire ah ouais, on va pas te payer, si tu n'acceptes pas, je te veux pas jouer, je te fais venir à l'entraînement à 5h du matin, et si tu viens pas, c'est faute grave. Toi, toujours des petites techniques pour pas te faire, pour que tu partes toi-même du club. Donc c'est ça vraiment les grosses différences. Et aussi je pense que les autres pays, d'abord la Grèce c'est vraiment un pays de basket comparé à la Belgique. La Belgique nous c'est plus le foot ou le cyclisme. Mais en Grèce, vraiment quand tu fais des résultats, tu as un peu les rois de la ville ou les rois du pays. Tout le monde parle que de vous, vous êtes dans la presse en première page. Alors qu'en Belgique, il y a une petite case, on parle basket, limite fait divers, mais voilà, une petite case dans le sport. Et en France, c'est pas comme le foot, mais le sport, le basket, il est quand même bien représenté. On en parle quand même, les gens sont quand même, connaissent assez bien le basket. Et je pense surtout avec le nouveau joueur Wembanyama qui va se faire drafter. On en parle beaucoup plus et il y a vraiment de l'engouement dans ce sport là-bas en France. Donc au niveau national, tu as pas mal d'expérience aussi. Comment est-ce que tu as vécu cela d'être sélectionné, de pouvoir représenter ton pays? Tu as vécu ça comment? La première fois que j'ai été repris, j'avais 21 ans. Et c'était après justement une saison à Pepinster. J'ai fait une saison correcte, c'est ma première vraie saison. Et je ne pensais pas être repris. De base, on était un groupe vraiment élargi de, je pense, 24 joueurs. Et en fait, on va dire la vraie équipe, eux, ils arrivaient petit à petit. Donc on était plus des jeunes et tout ça. Et donc chaque fois on jouait des matchs, et chaque fois je jouais hyper bien, donc ils ont à chaque fois deux joueurs, ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'à la fin, je me retrouve dans les 12 et que je me dis je suis sélectionné. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y attendaient. Même moi personnellement, je me suis dit je vais faire là pour me montrer un peu et engranger de l'expérience. À la fin de ce processus de sélection, j'ai tellement bien joué que l'entraîneur m'a repris. Et malgré tout ça, malgré mes 21 ans, j'ai quand même beaucoup joué dans les matchs de qualification et ça a été une très belle expérience pour moi de pouvoir représenter mon pays, surtout pour la première fois, pouvoir jouer des matchs en jeu et surtout pour mon développement personnel. Et donc tu as fait les matchs de qualification. Souvent ils t'ont coupé avant de pouvoir te prendre vers les championnats. Est-ce que tu as vécu ça comme une genre d'injustice par rapport aux efforts quand même que tu apportais sur le terrain, ou est-ce que tu as vu ça différemment? Comment tu t'es senti un peu? Les premières années, je me suis dit peut-être que je manque d'expérience, je vais prendre des joueurs plus âgés. Donc là, je me suis dit la première fois que je suis encore jeune, ça va arriver. Mais les 2 fois d'après, surtout la dernière fois, ça m'a fait mal quand même. Parce que c'était vraiment un gros objectif. Te dire que tu peux jouer contre les meilleurs joueurs du monde, des gars à ma position. Parce qu'on fait tout du sport pour pouvoir
jouer contre les plus grands joueurs, les plus grandes équipes. Et là, ça aurait été la chance pour moi de pouvoir jouer contre des joueurs NBA à ma propre position, pour pouvoir me jauger et m'évaluer face à eux. Là, les voir seulement à la télé et me dire que j'aurais pu être en face, ça a été un très gros échec pour moi. Après ça, je pense que j'ai avancé. Les 2 premières fois, ça a été très dur, mais la 3e fois, ça a été ce qui m'a fait le plus mal. Mais j'ai quand même avancé très vite. Je me suis dit, ah oui, j'ai une saison à accomplir. Donc plus j'ai d'échecs dans ma carrière et plus je me relève vite. Donc je suis passé à autre chose très vite, même si ça a été très dur à encaisser. Depuis, tu as été resélectionné. Est-ce que tu as eu facile à accepter que malgré tout ce qui s'était passé, tu as dit que tu as avancé quand même assez facilement. Donc est-ce que ça a été facile pour toi de te dire, bon, voilà, ça s'est passé, je laisse tomber, je reprends? Ou est-ce que tu as gardé quand même, une petite, par rancœur, mais quelque chose quand même dans le cœur qui te dit, je sais pas trop, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse encore ça ou pas? Non, c'est sûr, j'ai toujours de la rancœur envers cette décision. Mais vu mon âge maintenant, je ne peux plus avoir ça qui me trotte dans l'esprit. Je me dis, si ça arrive un jour que je puisse jouer l'Euro, je serai content. Si ça n'arrive pas, on continue, ça ne va plus m'affecter autant qu'avant. Et je pense avec l'expérience, ça m'a permis de pouvoir faire la part des choses et de me dire, ok, si ça ne doit pas arriver, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a un autre jeune qui mérite peut-être plus, qui a plus faim. Et moi, je suis peut-être une génération qui est passée et on veut construire sur l'avenir. Et là, j'en voudrais à personne. Donc moi, je me dis seulement, je continue à avancer et si ça arrive, je serai hyper content. Si ça n'arrive plus, ça ne va plus m'affecter. Si tu aurais eu l'occasion de jouer plus loin ou quoi et que vous vous retrouvez dans le tournoi et tu es là, donc 5 de base, tout ça, quel est un joueur contre qui tu aurais vraiment rêvé avoir ton opposition? Qui j'aurais aimé? Je pense, j'aurais aimé jouer contre Evan Fournier, français. C'était peut-être pas le plus gros joueur NBA, mais depuis que je suis jeune, on a le même âge. Donc je l'ai vu grandir, je l'ai vu avoir toute la hype médiatique en Europe de ce joueur. Donc un joueur qui a le même âge que moi, qui a le même poste et qui joue en NBA, j'aurais aimé voir ce que je vois face à un joueur comme lui. Donc je pense que c'est lui, Evan Fournier. Je pense que tu l'aurais tapé. On va dire, on a un style de jeu différent. Normal. Ouais, non mais c'est bien. Écoute, en tout cas, je souhaite que cette fois-ci, au moins, tes efforts soient reconnus et que tu puisses en tout cas continuer ça. Maintenant, je vais revenir sur une chose assez importante. Je vois que tu as mis vraiment un point d'exclamation beaucoup de fois. Tu as répété que le mental, c'était très, très important, que il fallait pas pouvoir laisser un échec derrière et pouvoir avancer. C'est ça, une forme de maturité et tout. J'ai cru entendre que ton joueur préféré était Kobe. Je pense qu'on reconnaît un peu la Mamba mentality là-dedans, non? Non, c'est clair. Kobe, ça a toujours été mon modèle. On pourrait être aussi talentueux que lui et se dire, ah ouais, je suis arrivé en NBA, j'ai mes millions, je suis tranquille. Mais lui, il n'avait jamais assez. Il voulait toujours plus. Et donc, je pense, il a ses qualités, ses défauts. Faut pas se mentir. Mais niveau mental, on peut rien lui reprocher. De toujours vouloir se donner à fond, faire plus que les autres, se dire que tu es meilleur que lui. Mais je ne veux même pas te laisser une chance de pouvoir me rattraper et je continue à me dépasser pour pas que tu puisses atteindre mon niveau. Donc je pense qu'on pourrait tous prendre ça comme exemple, de se dire je suis arrivé là, mais je ne dois pas me reposer sur mes lauriers et continuer à avancer, peu importe. Donc moi je pense que c'est une mentalité absolument à avoir. En tant que pro, c'est primordial. Le mental, c'est hyper important. Moi j'ai joué avec des joueurs. Je les voyais à l'entraînement, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe? Et le match arrivait, il était incroyable, juste parce que mentalement il était trop loin. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris, je me suis dit ah ouais, donc le mental c'est à ce point important. Parce que tu peux être tellement bon, il y a des joueurs qui sont tellement bons aux entraînements aussi, mais c'est complètement l'opposé. En match ils font rien du tout parce qu'il y a la pression, il y a un autre en face qui va lui parler, il va perdre ses moyens. Donc non. Pour Kobe, c'est clairement mon modèle. Il a une exigence du travail incroyable et son mental est limite inhumain. On pourrait même dire que c'est de la folie. Je pense que même pour moi, ces gars, ils sont fous. Ils faisaient des entraînements à 5h du matin. Ils se donnaient à un point que même il a eu tellement de blessures à cause de ça parce qu'il ne pouvait pas ne rien faire. Et on a même vu après sa carrière, il a gagné un Oscar pour un film d'animation. Donc le gars, il voulait se dépasser peu importe le domaine. Et donc je pense que le mental, ça ne sert pas que dans le basket, que dans le sport, ça sert dans tout en général. Même dans une entreprise, si tu travailles plus que d'autres, tu peux avoir une meilleure promotion. Et je pense que Kobe l'a montré en NBA et aussi dans sa vie de réalisateur. Donc,
Voilà, paix à son âme aussi. Ouais, paix à son âme. Et donc, donc c'est vraiment un conseil que tu donnerais vraiment à la jeunesse, c'est de bien travailler aussi mentalement, de peut-être continuer là où ils voient qu'il y a un obstacle. C'est quelque chose peut-être que tu... Je pense, la première chose que je pourrais dire aux jeunes, c'est d'aimer ce que vous faites. C'est le plus important. Je sais que les parents, ils veulent toujours dire oui, faut faire des études, faut être médecin, faut être avocat, blablabla. Le plus important, c'est d'être heureux. Ok, t'es avocat, t'as ton argent, mais à la fin de la journée, il y a des multimillionnaires, des milliardaires mais qui quittent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été heureux dans ce qu'ils font. Donc je pense que non, la première chose, c'est être heureux, c'est faire ce que tu aimes. Et le problème de dire faire ce qu'on aime, il y a les amis qui vont te dissuader, ta famille qui vont te dissuader, des gens autour de toi qui vont dire ouais, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux faire ça. Et donc je pense que ces personnes-là, ils veulent ton bien, mais en même temps, ils veulent pas ton bien. Donc dans le sens où je dis, par exemple, à leur place, ils auraient aimé faire ça, mais tu n'es pas à leur place. Donc fais-toi ce que tu aimes parce que c'est ta propre vie. Donc je pense qu'il faut juste trouver sa propre passion et la suivre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Dans une dizaine d'années, fin de carrière, MVP, tout ça, NBA Finals, fin de carrière. Est-ce que tu te verrais continuer dans le basket? Est-ce que, je veux dire, par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va devenir coach. Est-ce que tu pourrais, par exemple, te mettre sur le banc, regarder les choses se passer devant toi et rester calme et tout ça? Est-ce que tu te vois continuer dans le basket? Ou peut-être, tu vois, t'en écarter? Quand je dis ça à mon entourage, personne ne me croit. Mais je pense que comme je donne tout au basket, quand j'aurai fini, je me retirerai complètement. Je n'irai même plus voir des matchs ou quoi que ce soit. Je pense que j'aurais tout donné. Peut-être si j'ai des enfants qui ils font du sport, là, évidemment. Mais je pense pas que, en tout cas, coach, impossible. La seule chose que je pourrais faire, c'est peut-être conseiller peut-être la jeunesse, parce que j'ai de l'expérience, donc je ne pourrais pas la donner. Ou peut-être donner des entraînements, être entraîneur personnel pour développer les jeunes. Mais c'est sûr que ce ne sera pas ma première source de revenus, ce ne sera pas dans le basket que je serai concentré. Donc je pense que non, j'aurais tellement tout donné qu'après je partirai en paix. Il y a peut-être un petit truc à côté du basket, quelque chose que tu aimes, que tu aimes comme ça, que tu te dis plus tard, c'est peut-être vers là une passion ou quelque chose à côté du basket. Ma mère, comme j'ai dit, elle a été joueuse pro. Basket. Et mon père, lui, il a travaillé dans l'audiovisuel. Donc je pense que j'irai dans l'audiovisuel quand j'aurai pris ma retraite. Nickel, nickel. Merci beaucoup en tout cas. C'est gentil, frère. Maintenant, on a un moment spécial en fait, qui passe dans notre podcast. Et ça s'appelle Tes Mamas Vision. Donc en gros, tu vas avoir le temps là maintenant d'expliquer quelque chose sur un sujet qui te tient à cœur, peu importe le sujet que ce soit. Donc en gros, tu as le mic pendant le temps que tu as besoin et on t'écoute. J'ai envie de parler de passion, parce que j'aime voir les gens passionnés. Je pense que les gens passionnés peuvent faire tellement de choses. Moi, je suis passionné de basket, donc je peux faire quand je vais mal, quand je vais bien. Même au Nouvel An, je pourrais jouer au basket. J'aime trop ça. Et quand je vois des gens passionnés, ils peuvent faire tellement de choses avec passion. C'est tellement beau, genre un artiste avec sa propre passion. Un Picasso, Van Gogh, quoi que ce soit. Un Ronaldinho qui est passionné, même s'il n'a pas été le plus grand travailleur. C'est tellement beau, tu vois. Non. Moi, je pense que la passion, elle peut changer une personne. Tu peux être à la rue, être quelqu'un de défavorisé. Si tu trouves ta voie et ta propre passion, tu peux gravir des montagnes et faire tellement de choses. Moi, je pense que les gens passionnés et qui trouvent leur passion, c'est un peu les gens qui ont trouvé le bonheur. Tu vois. Il y a plein de gens qui ne sont pas heureux, qui pensent qu'ils ne sont pas heureux et qui n'ont pas trouvé le bonheur. Et je pense que quand tu as un but dans la vie, en ayant ta propre passion, je pense que c'est ma définition du bonheur en tout cas, pour moi. Nickel, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Deep. Magnifique, magnifique.
Damn. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. J'ai choisi. J'aime bien ça. Merci à Théma Vision pour l'interview. Merci à Tino Luisa pour le t-shirt. Et merci au club de Montseno de nous avoir permis de faire une interview dans un bon cadre. Et dédicace à Victor. Merci.